Alors, Mohamed Atmi, Mohamed Kenbib, Sichrif, Ammar Mohamed Ammar, qui vient de l'université d'Oran, de Krask, pardon, à Oran. Nos deux collègues tunisiens qui sont de l'Institut supérieur de l'histoire de la Tunisie, l'ancien contemporaine, absolument. Bien. Deux collègues marocains à ma droite. Et donc, comme on a beaucoup parlé d'Afrique, on aimerait maintenant évoquer, on a beaucoup parlé de l'Afrique et de la mémoire des troupes coloniales en France. On a beaucoup parlé un petit peu de la mémoire des combats et de cette histoire en Afrique subsaharienne. Et on en a un peu parlé encore, et c'est ce qu'on va faire maintenant, de cette mémoire. On a parlé de l'expérience, de la découverte du champ de bataille hier, mais on n'a pas parlé de la trace. Or, vous le comprenez bien, c'est pas la peine de tourner autour du pot, c'est là que ça coince, parce que c'est là que c'est difficile, parce que la guerre d'Algérie, évidemment, a créé, et c'est très intéressant qu'on intervienne après les militaires que l'on vient d'entendre, ou les spécialistes de l'histoire militaire française, quand ils ont parlé de l'université et du problème du positionnement de l'université par rapport à la mémoire des troupes coloniales. Incontestablement, la guerre d'Algérie a créé une fracture presque, heureusement que rien n'est insurmontable et irrémédiable en histoire, mais extrêmement profonde. Et si effectivement on a gardé dans l'armée française la mémoire de ces événements dont il vient d'être parlé, à l'université, c'est devenu une mémoire impossible. C'est resté un sujet tabou, presque impossible à évoquer pendant très longtemps, pratiquement jusqu'à nos jours. Et si moi je m'autorise un peu à parler de ça, c'est parce que j'ai commencé à travailler sur le Maroc, que le Maroc, par définition, n'a pas la même expérience douloureuse qu'a été celle notamment des Algériens. Et il faudrait insister aussi sur le fait qu'il n'y a pas que dans l'armée sénégalaise que certaines traditions ont été conservées, elles ont été conservées aussi dans certains régiments de l'armée marocaine, sachant qu'il n'y a pas eu de guerre de décolonisation au Maroc. Donc, le sujet dont on va parler maintenant, et donc on va avoir l'expérience des 3 pays du Maghreb sur des thématiques que nos collègues ont choisies. Ils auront 10 minutes chacun pour parler. Pour dire des choses qui sont énormes, donc c'est vraiment, ça sera sûrement très frustrant, mais j'espère qu'au moment des papiers, ils pourront s'exprimer un peu plus largement. Mais j'espère malgré tout qu'on aura des choses qui seront complémentaires et qui feront écho. On aura un tout petit débat après. Ces questions, bien sûr, de la mémoire sont extrêmement difficiles. C'est le sujet difficile. Pour vous donner un exemple, puisque je suis dans un gros laboratoire sur l'Afrique à Paris, il y a quelques années, au début de la guerre, de la commémoration du centenaire, la direction de mon université nous a demandé, à moi et à un collègue africaniste, de préparer de nous associer, disons, d'associer l'université de Paris 1 aux événements de la commémoration du centenaire. Et les africanistes n'ont pas répondu. C'est pour ça que c'est moi, entre guillemets, et j'ai demandé heureusement à Alia Aglan de m'épauler, on a fait ça ensemble, mais les africanistes aujourd'hui, et je rebondis sur ce que disait le colonel Champeau, effectivement, la question de l'armée coloniale reste un sujet qui est en dehors des préoccupations de la plupart de nos collègues africanistes, parce que ça paraît un sujet colonial et donc un sujet tabou. Le marxisme universitaire dans les années 60 a laissé une trace très profonde, dont on comprend très bien, d'autant plus que la plupart des spécialistes dans les années 60 qui se sont intéressés à l'Afrique et au monde arabe ont commencé par être soldats pendant la guerre d'Algérie, et ils ont voué une hostilité à la colonisation d'une part, et à l'armée, et au-delà de l'armée, à l'État même en France, de sorte que c'est vrai que à ma génération, on n'a pas vraiment été formé dans cette histoire. Quelques marginaux comme Frémaux, parce qu'il était né à Alger, certainement en 1945, se sont affranchis de ces barrières politiques et morales et idéologiques, et il a passé une grande partie de sa vie à travailler sur ces questions
d'histoire de l'armée coloniale, mais c'était au fond assez périphérique, surtout par rapport à la Sorbonne, et a fortiori par rapport à Paris 1, qui est quand même une grande université s'intéressant à l'Afrique en général. Voilà. Donc c'est pour dire que tout ça a une histoire, tout ça a une archéologie, et donc on va essayer un peu de surmonter certains tabous. C'est évident qu'en Algérie, la question de l'armée coloniale, vous le comprenez bien, est très douloureuse d'une part parce qu'il y a la guerre d'Algérie, mais aussi parce qu'un certain nombre d'officiers et de sous-officiers par la suite, qui ont fait carrière à la tête de l'État algérien, aussi sont passés par l'armée française. Mais alors là, c'est devenu un tabou dans le tabou, si je puis dire. Et du coup, c'est sûr que c'est pas un sujet très commun. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette histoire ? Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui au Maghreb de cette mémoire ? Est-ce qu'on peut parler de ces choses, de ce patrimoine, de ce passé historique, et de quelle manière peut-on l'aborder en Tunisie, au Maroc et en Algérie ? Je ne sais pas très bien à qui donner la parole en premier, mais on va tout simplement respecter l'ordre qui était indiqué, si vous le voulez bien. Donc on va commencer par donner la parole à Abid Khaled, dont le papier s'intitule « Tirailleurs sénégalais et nord-africains à Bizerte au lendemain de la Grande Guerre, le choc d'une rencontre imposée ». Franchement, si vous pouvez avoir 10 minutes chacun maximum, ce sera très bien. C'est mieux de céder la place. Pardon ? Je pense que je ferai une petite introduction. D'accord. C'est introduction pour moi. Alors Faisal, introduction générale. Oui, globalement, je ne vais pas tenir beaucoup de temps. Pour la mémoire en fait, de la Grande Guerre, même pour la Seconde Guerre mondiale, en fait, j'ai initié, vous savez très bien, ma thèse sur la Seconde Guerre mondiale en Tunisie, alors que l'impact en fait, et les traces matérielles existent. On a plus de 11 cimetières, il y a plus de 240 000 morts sur le territoire tunisien pendant la campagne de Tunisie. Et on ne s'en occupe même pas. Pourquoi ? Parce que c'est une guerre qui n'est pas la leur. D'autant plus que la Grande Guerre. Pourquoi il n'y a pas les traces et la mémoire en fait, de cette guerre ? C'est vrai qu'il y a le problème de source. Une. Deux. Cette guerre s'est déroulée hors du territoire de ces pays-là. Donc pour eux, c'est une inconnue. Tout ce qu'ils savent, en fait, ce sont les anciens combattants qui sont revenus. La plupart qui sont morts aussi, on n'a pas rapatrié leur corps, donc on n'a pas de traces, en fait, même visibles de cette guerre sur place. 3, il y a un traumatisme aussi de la guerre. Après la guerre, les gens, ils ont perdu leurs enfants. Il y en a une stèle qui a été enlevée pendant la guerre à Madia, et d'ailleurs, on voulait la remettre. C'est une femme qui a perdu 2 de ses enfants à Madia. Et le maréchal Pétain est venu lui-même inaugurer cette statue au centre-ville d'Amédia. Et bien la population ne voulait plus remettre cette statue. Ils se disent, bon, après tout, ça symbolise en fait un peu une représentation païenne en fait. Ça n'a rien à voir, en plus, ils ne sentent pas cette histoire. Il y a une raison aussi très importante, qui est le traumatisme de la Grande Guerre, qui est resté dans les esprits. Je vous explique. Jusqu'à présent, après le premier recensement en fait, de la population civile en 1911, c'est-à-dire qu'on a forcé les gens à les enrôler, les soldats, à les enrôler dans l'armée pour partir sur les fronts. Alors la Tunisie, avec une population à l'époque de 1 700 000 à peu près, étant 150 000 Français, Italiens et Maltais, a vu plus de 86 000 mobilisés. C'est énorme par rapport à la population, c'est 3,6% de toute la population. Alors si on compte la population en âge de porter les armes, en fait, ceux qui peuvent procréer entre 18 et 45 ans, alors vous imaginez, on montera à 15 à 20%. Donc, ce qui a fait que les gens ont peur des guerres, de l'enrôlement dans l'armée. Du coup, après la guerre, les gens ne déclaraient pas leurs enfants à l'état civil pendant 2-3 ans. Et c'est pour ça qu'à chaque fois maintenant, c'est devenu même une blague en Tunisie, on dit non, c'est pas vrai, c'est pas son âge, il faut acheter toujours 3 ans. Et bien c'est l'âge en fait pour que les enfants grandissent, pour qu'on ne les prenne pas dans l'armée, parce que les services étaient de 3 ans à l'époque. Donc, mis à part ça, il y a toujours des mots, et toi Pierre, tu sais très bien en fait, un mot péjoratif, on les appelle tous ces gens-là qui sont venus faire la guerre, même depuis le 19e siècle, le mot gaou. C'est la guerre, c'est d'origine guerre en fait. C'est toujours péjoratif dès qu'on voit ces gens débarquer dans les territoires d'Afrique du Nord, c'est la guerre. Donc on se rappelle bien de, pas la guerre d'Algérie, mais pendant l'occupation française d'Algérie, et puis en 81 en Tunisie, et même au Maroc. C'est-à-dire que l'imaginaire collectif de ces populations va avec l'arrivée de ces étrangers-là pour faire la guerre. Donc ce qui fait qu'après les indépendances,
on ne faisait l'éloge que de l'histoire politique, l'histoire syndicale, l'histoire économique, mais pas tellement l'histoire militaire. Jusqu'à maintenant, et je me bats depuis une quinzaine d'années, comme je travaille dans ce domaine, et la Seconde Guerre mondiale, qui est très visible en Tunisie, il n'y a pas une ville qui n'a pas eu les séquelles de cette guerre, et mis à part un petit musée de l'armée, qui est à la Manouba en fait, avec quelques statues, quelques habits, même pas un livre, même la recherche universitaire aussi, elle est très très faible à ce niveau, du fait de la recherche en histoire militaire, il n'y a pas grand-chose. Il faut le dire aujourd'hui. C'est-à-dire que tous ces éléments réunis font qu'aujourd'hui, cette mémoire, elle est occultée sciemment. Parfois, il y a un effort de vouloir mettre en valeur en fait, cette mémoire de la Grande Guerre, même de la Deuxième Guerre, et même de l'Indochine, la guerre d'Indochine aussi. Donc, pendant ces trois conflits-là, les armées d'Afrique, ils ont participé, que ce soit la Tunisie, l'Algérie ou le Maroc, mais il y a une volonté politique, d'ailleurs, de négliger cette histoire. De deux, il y a un traumatisme, et il y a surtout ces clichés, ces stéréotypes qui collent à la guerre. Et même les anciens combattants, comme a bien expliqué tout à l'heure en fait, notre collègue conférencier, c'est-à-dire que c'était une classe à part. Les gens qui recevaient une pension de la France, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Bon, ils ont fait la guerre, mais pourquoi ils perçoivent tant d'argent? Parce qu'ils étaient bien payés par rapport aux régions ou d'origine sociale de laquelle ils sont venus. Donc on se dit, peut-être bien qu'ils ont collaboré. Hein. Donc c'est sûr qu'ils ont fait quelque chose, mais pas surtout la guerre, parce que des fois on les voyait en bon état. Alors d'autres mutilés, et on se disait, ils ont peut-être collaboré, ils ont travaillé avec le Cheikh ou le Caïd. Il y a toujours cette image en fait très mauvaise de ce collaborateur avec cet occupant étranger. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a un problème, ce que j'appelle en fait une volonté aujourd'hui qu'il faut qu'elle soit forte dans nos pays, c'est de décomplexer l'histoire. J'utilise toujours ce terme en fait, c'est de décomplexer l'histoire de part et d'autre. J'ai vécu ce complexe quand j'ai engagé ma thèse en 1994, et là je vous coupe vite fait, quand je voulais travailler sur la Seconde Guerre mondiale, à l'époque de Vichy, toutes les archives étaient fermées. Il y avait presque une opposition à se dire, tiens, un maghrébin qui va travailler sur l'époque de Vichy, la collaboration, etc. On était très méfiants. Et la plupart de mes archives, je les ai consultées en Italie. Alors que j'ai demandé à maintes reprises des dérogations à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a aussi des barrières politiques. Pardon ? En France. En France, oui. En 94, 95, 96. Et j'ai tenu 3 ans, par exemple, pour obtenir une dérogation du Quai d'Orsay à l'époque. Pour dire qu'il y a aussi une résistance qui ne dit pas son nom, mais on le voit au niveau administratif et même au niveau des mentalités. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il faut que d'abord l'université, les historiens, aussi la société civile, il faut qu'il y ait surtout une volonté politique aussi de mettre en valeur cette mémoire collective. Et quand on parle aujourd'hui de Méditerranée ou d'échanges culturels, il faut bien que ce soit au niveau du savoir et du savoir historique, de savoir réellement ce qui s'est passé dans nos pays pour ceux qui sont partis sur les fronts, et même la mémoire qui est laissée et le legs matériel et immatériel en fait de tous ces conflits, pas que la Grande Guerre, la Seconde et même la guerre d'Indochine. Merci. Je vais parler d'un autre aspect, c'est en ce qui concerne la Grande Guerre. La Grande Guerre, c'était l'occasion d'évoquer toujours les sacrifices et la ténacité de l'armée de l'Afrique, de ses tirailleurs nord-africains et sénégalais, les tribus du sang, pour la gloire de l'Empire français. Ainsi, on parle peu et en même temps de leur état d'esprit de ces tirailleurs, de leur souffrance. On parle beaucoup moins des désertions, des mutineries, des désobéissances de ces troupes. On évoque souvent l'exemple des fusils pour l'exemple en ce qui concerne les soldats français en 1917, mais trop peu des cas de tirailleurs tunisiens et algériens et même marocains exécutés sommairement au front. Nous essayons ici d'aborder un autre aspect des relations tirailleurs pendant la Grande Guerre, non dans un aspect colonisé-colonisateur, mais plutôt dans un aspect un peu insolite, peut-être inédit, du moins chez nous, c'est les relations intercolonisées. En Tunisie, cette guerre n'était pas la nôtre. Notre mémoire collective, qui d'ailleurs était et restera toujours sélective, n'a rien retenu, ou presque. Bien que la Tunisie a payé un très lourd tribut, que ce soit en pertes humaines ou en ce qui concerne l'effort de guerre.
Il est vrai qu'au début, c'était l'euphorie débordante des tirailleurs tunisiens partis pour la guerre depuis août 1914. Cette euphorie vite métamorphosée en une crainte, une peur et un refus pour la participation à une guerre apocalyptique et absurde, si on fait allusion ici aux écrits de ces tirailleurs. De ce refus, il en reste un aspect en Tunisie jusqu'à maintenant, c'est la peur d'être enrôlé en armée. Le refus même parfois est la pérennisation de la pratique de compensation financière ou alternative. Mais il y a un autre aspect qui a retenu notre attention et dont j'ai pu déchiffrer ses origines méconnues. C'est la perception des Tunisiens jusqu'à maintenant de ce qu'on appelle les Sénégalais. La conception de l'image altérée d'un terme, le terme sénégalais. Jusqu'à maintenant, on dit en Tunisie, je pique sénégalais. C'est-à-dire, pourquoi tu es sénégalais? C'est-à-dire, tu es surexcité. C'est ça. Mais il y a une origine dans tout cela. On va le voir maintenant. Une attitude mémorielle incompréhensible jusqu'à maintenant. On sait que le tirailleur sénégalais était le fer de lance des autorités coloniales françaises pour mater les velléités revendicatrices et émancipatrices des Tunisiens à partir des années 30, surtout 1934, 1938, 1943 et en ce qui concerne les années 50, la période de la décolonisation, c'est plutôt la Légion étrangère. Donc ce ne sont pas les Sénégalais. Seulement, il y a une série inédite de la Grande Guerre en Tunisie qui se trouve à Nantes, qui nous a permis de remonter l'origine exacte de cette attitude mémorielle en août 1919, et précisément à Bizerte. Il y a eu une échauffourée devenue vite une mutinerie ou une émeute entre les tirailleurs sénégalais et tirailleurs algériens et tunisiens. Et grâce à une intervention énergique et habile des autorités militaires en Bizerte, françaises c'est-à-dire, qu'on a pu éviter à l'époque un bain de sang entre les tirailleurs sénégalais qui marchaient sur la ville de Bizerte par centaines et les tirailleurs indigènes, c'est-à-dire que ce soit tunisiens ou algériens, et la population de Bizerte armée aussi en même temps, qui se trouvaient dans l'obligation de défendre la ville. Donc, on a trouvé quelques rapports qui se rapportent à cet événement, à cette mutinerie, mais en même temps, on peut déceler parmi ces rapports, on peut déceler aussi bien l'état d'esprit des Sénégalais que des Tunisiens et surtout des autorités françaises. Je vais vous dire quelques extraits, je vais vous lire quelques extraits de ce rapport. Par exemple, on a un rapport du lieutenant-colonel commandant par intérim la subdivision de Bizerte sur cette affaire. En ce qui concerne la mobile, il dit « L'origine de cette rixe même ne paraît pas nettement. Il semble qu'il y ait eu plusieurs disputes dues au vol des riz des Tunisiens et tirailleurs algériens. L'excitation et la rage des Sénégalais se comprennent peu. Cependant, des renseignements parvenus depuis la clôture de l'enquête permettent de croire que l'effervescence des Sénégalais était due en partie au fait qu'un de leurs, très considéré par les Noirs comme marabout, avait été blessé dès le début de la rixe et fut porté dans un poste. Un autre mobile, les Sénégalais étaient depuis longtemps également très irrités contre les Tunisiens civils et militaires qui volent au bonneteau ou à la tire avec facilité ces Noirs trop confiants et naïfs. Ça, c'est la parole, ou disons le dire de ce lieutenant-colonel. Un autre mobile aussi. Pendant ce temps, des Sénégalais vont donner l'alarme en Ador. Le camp des Sénégalais se trouve au nord de la ville de Bizerte. Ces Sénégalais racontent que les blessés et le marabout sénégalais sont entre les mains des Arabes et qu'ils seraient des femmes s'ils restaient au camp. Donc c'est pour cette raison
que tous les Sénégalais sont sortis de leur camp, ils ont désobéi les ordres de leurs supérieurs et ils font leur marche directement vers la ville de Bizerte. Il y a aussi, en ce qui concerne la suite de cette affaire, pour la suite, donc il y a une volonté de combler tout ça, de remédier à tout ça. On trouve que l'officier de police judiciaire n'a pu découvrir aucun des coupables, soit des meurtres, soit des violences, donc ordonner une instruction contre inconnu. Mais on peut trouver un autre point de vue, ce point de vue de policier, le commissaire de police. On a vu le point de vue du militaire, maintenant le point de vue du policier. Les causes des regrettables accidents qui se sont déroulés sont à rechercher en ville. Il y a aussi les causes naturelles, l'indigène. Ça, c'est la relation entre les colonisés en même temps. Comment il faut. L'indigène méprise le noir, lequel est doux dans un état naturel, mais devient méchant lorsqu'on le tracasse. C'est ce qui s'est produit. Dépouillé ces temps-ci par les tirailleurs indigènes, il voulait se venger. Ça, en même temps, on décèle l'état d'esprit aussi bien des Sénégalais, des Tunisiens et aussi surtout des Français qui sont au poste à cette époque-là. Il y a un autre, on peut trouver aussi un autre point de vue, celle de la gendarmerie. Cette échauffourée, qui aurait pris le caractère d'une véritable émeute, doit être attribuée aux nombreux vols à la tire, dont les Sénégalais étaient victimes depuis quelques jours de la part de certains tirailleurs algériens, maintenant algériens, particulièrement, qui les attiraient au jeu de hasard, bonneteau, et profitaient pour leur soustraire leur porte-monnaie. Merci. Merci Abid. La parole est à Mohamed Atmi. Cette guerre est aussi la nôtre. Voilà, donc, Université de Fès. Bon. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque pour l'invitation. Et le titre de cette communication, si j'ose l'appeler ainsi, laisse un petit peu perplexe. En fait, mea culpa, j'ai omis de mettre soit un point d'exclamation, soit un point d'interrogation, soit les deux à la fois. Mais quand on met ces points d'exclamation et d'interrogation, on ne sait jamais lequel de mettre le premier. Alors à vous deux. Et je vais vous expliquer pourquoi cette guerre-là n'est pas la nôtre. Enfin, c'est pour ça qu'il faut que je précise que cette omission-là, elle est grave, elle porte atteinte à ce que je vais dire. Alors, je ne vais pas parler de la guerre, je vais parler des manuels scolaires. Et comme vous le savez très bien, bon, je ne vais pas trop m'étaler, les manuels scolaires donnent une certaine idée de la vision qu'on a de soi-même et des autres. Hein. Vous savez, quand on apprend l'histoire à l'école, c'est jamais innocent, c'est jamais une histoire objective, c'est toujours une histoire orientée. Alors, quelle place a la Grande Guerre qu'on appelle chez nous la Première Guerre mondiale? Il n'y a pas cette grande guerre, qui est la Harb al-Kubra. Il y a la Harb al-Oula. Il n'y a pas cette notion de grande. Dans l'enseignement secondaire marocain, et plus précisément au lycée. Le lycée au Maroc, c'est 3 ans, c'est comme en France. Et cependant, pour principal support, c'est un petit peu pour vous impressionner que j'ai ramené les 4 livres, plus ce que j'appelle moi le livre Le Capital de Marx. Le livre Capital, c'est de notre collègue Mohamed Hassan Idrissi, Mustafa Hassan Idrissi. C'est le livre qui essaye de cadrer comment on devrait enseigner l'histoire au Maroc. C'est le livre culte, c'est la Bible. C'est la Bible. Alors, je veux très vite vous donner quelques éléments sur ces manuels-là. Alors, d'abord, ils sont faits par des équipes, par des groupes et par des collectifs. Ce n'est pas un seul professeur ou un seul enseignant, c'est un groupe, minimum 6, 7, 8 qui ont fait chacun. Ce sont des professeurs de formation initiale différentes, viennent de différents horizons, soit des didacticiens, et ça on trouve le plus grand nombre, soit les inspecteurs. Alors les premiers insistent sur le fait que la connaissance, ce qui est intéressant, ce n'est pas l'information,
c'est la façon de penser l'histoire. Donc comment on va enseigner à l'élève à penser l'histoire, c'est ça ce qui compte. Parce que le reste, on peut trouver sur Internet. Et alors, les inspecteurs, moi, je les appelle toujours une race à part, sont des gens qui comprennent tout, qui critiquent tout, et qui vont toujours comment il faut traiter. Même si vous faites une leçon parfaite, c'est n'est jamais parfait pour eux. Donc, ce sont des gens qui... Alors là, et puis, alors, il y a aussi des professeurs qui sont avec eux. Et ce sont des... Donc, je vous donne un petit peu comment est constitué ce groupe-là. Généralement, des amis qui se comprennent entre eux et qui présentent un projet. Parmi, par exemple, pour cette année, il y a 20 projets, il y a une commission. Je pense que M. Faïda est une fois président de l'INDEL qui choisit le projet, qui répond à un cahier de charge et à telle exigence. Et ils sont de convictions différentes. Donc on trouve des libéraux, mais on trouve aussi des islamistes, on trouve un peu tout. Et ce sont eux qui vont donner, qui vont nous fournir le manuel. Il y a une forte influence de ce qui se passe ailleurs. Hein. Donc ces manuels-là, moi je n'ai, par exemple, le chapitre sur le bolchevisme, sur la révolution bolchevique, je l'ai comparé à celui qu'on donne en Tunisie, à celui qu'on donne en Irak, à celui qu'on donne en Égypte, c'est pratiquement la même chose. Donc on voit qu'il y a une différence. Et aussi avec le livre qu'on enseigne dans l'enseignement français au Maroc. Et alors, et ce sont des gens généralement qui sont conscients des défaillances du système d'enseignement au Maroc. Donc ce sont des gens qui sont conscients, donc on attend d'eux qu'ils comblent ces défaillances. Et parmi ces défaillances-là, la plupart insistent sur ça, c'est qu'il y a une rupture, un fossé entre ce que produit l'université et ce qu'on enseigne. Et là, moi je m'attendais à ce qu'il y ait un grand livre un livre de M. Mohamed Bekraoui sur les Marocains pendant la Grande Guerre. Et donc je m'attendais à ce que ces gens-là, qui connaissent très bien Bekraoui, qui est un collègue, qui eux-mêmes sont collègues avec nous dans l'association marocaine des historiens, donc à ce qu'ils reprennent ce qui est dans cette thèse-là qui a été publiée et qui se vend à un prix très, très raisonnable. Donc je m'attendais à ce qu'on trouve ce qu'a dit Bekraoui dans sa thèse, dans ses manuels. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Alors à scruter les premières années, deuxième année, troisième année du lycée pour la filière lettres, et le seul livre pour les scientifiques qui est à la fois géographie et histoire, qu'est-ce qu'on trouve? D'abord, il y a une logique, les trois manuels, c'est une logique de l'histoire dans la longue durée. Et on commence par le XVIe siècle, le siècle où on a commencé à avoir deux trajectoires, d'ailleurs qu'ils représentent au début de chaque livre, c'est qu'il y a un Occident au nord de la Méditerranée, il y a un Orient au sud, et chacun a sa propre évolution. Et cette évolution-là, d'abord, elle n'est pas parallèle parce qu'il y a toujours des interférences entre ce nord et ce sud. Et cette interférence-là est toujours combat, guerre, quelques conflictuels, et avec un dépassement de l'Occident aux dépens de l'Orient. Le moteur de ce dépassement-là, c'est l'impérialisme, c'est le colonialisme, la domination. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est écrit. Donc, à la première page, l'élève sait à quoi il va s'attendre c'est écrit. Et alors que cet Orient-là est présenté comme un bloc dans l'islam, cet Occident-là est présenté comme une rivalité, un clash entre les grandes puissances coloniales qui, chacune, veut s'accaparer sa part de ce gâteau africain ou de l'islam. Donc, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale est le résultat, la conséquence naturelle, on explique comme ça, naturelle de ce conflit entre puissances occidentales. Alors, concrètement, pour le livre des scientifiques, il y a un chapitre qui s'appelle la rivalité, la rivalité impérialiste et le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc la Première Guerre mondiale est le résultat de cette concurrence, de cette rivalité impérialiste. Mais pour les littéraires, c'est incroyable. Je vais vous annoncer un scoop. Il n'y a pas de chapitre. Directement, on va les conséquences de la Première Guerre mondiale. Donc il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qu'on cherche comme objectif? D'abord, ce que l'élève devrait retenir. Ce que l'élève devrait retenir, c'est que la Grande Guerre, donc la première conséquence naturelle, logique, des luttes impérialistes, colonialistes, capitalistes, et en filigrane sioniste. Parce que c'est écrit que le sionisme sera boosté. Je vais vous expliquer pourquoi. En filigrane, ça. Et alors, il y a aussi la même mise de l'économique sur le politique et sur le militaire. Hein, ce sont les grands lobbies, enfin, c'est ça qui fait tourner la machine. Le Maroc ne fut pas un théâtre d'opération et l'effort de guerre est minime. On voit comme ça, mais sans qu'il y ait vraiment des chiffres, alors que la thèse de M. Bekraoui, ils la connaissent. Alors, je vais vous énumérer le topo, si vous pouvez m'arrêter d'utiliser ce mot-là. Donc, c'est une affaire exclusivement européenne, comme ils expliquent aussi que la révolution bolchevique est une affaire russe. L'élève a cette impression-là que la Première Guerre mondiale est une affaire européenne. Donc, ce mot-là, mondial, n'a pas de sens. Et donc, il y a une... Donc, il ne touche pas la mémoire collective marocaine. Comme il ne touche pas la mémoire collective, je pense que dans le programme irakien, c'est écrit de la même façon, et je pense qu'égyptien, tunisien, c'est la même chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une insensibilité aux chiffres. C'est-à-dire qu'au nom de ces chiffres-là, mais vous savez, un chiffre, ça ne veut absolument rien dire. Quand on dit qu'il y avait, je ne sais pas moi, 120 000 morts, pour un élève, ça ne veut absolument rien dire. Et je vous rappelle que le Maroc, comme la Tunisie, c'est pas un pays dont la population a connu des grandes guerres. Le Maroc a été épargné par les grandes guerres. Il n'y avait pas de guerre de libération comme en Algérie. Donc le Marocain ne connaît pas la guerre moderne. Donc ces chiffres, pour lui, ne veulent absolument rien dire. Ça c'est très important pour comprendre un petit peu. Maintenant, je ne sais pas, l'exemple qu'on donne, tous les jours, on entend dire qu'il y a par exemple 20 morts dans les accidents de route. C'est un chiffre. Mais imaginons que son propre fils soit mort dans cet accident-là, le chiffre a plus de valeur. C'est un petit peu ce qui se passe pour nos élèves parce qu'ils n'ont pas connu de grande guerre. Enfin, depuis 1844, on n'a pas connu de grande guerre. Donc, ce qui fait que le Marocain est insensible un petit peu aux chiffres et à la douleur. Il y a une absence totale, pratiquement, de jalons de mémoire. La Première Guerre mondiale au Maroc n'a pas donné de grande personnalité marocaine. Il y avait un sultan qui s'appelait Moulay Youssef, dont la mémoire collective, c'est plus un pantin de la France qu'autre chose. C'est un pseudo-sultan, c'est pas un sultan. Il n'y avait pas eu de héros de guerre marocain. Il n'y avait pas un Bouazab l'Arabi qui est devenu... Non, il n'y en a pas. Et même le mot le goumi, le goumi, jusqu'à maintenant on dit le goumi. On joue au foot. On joue au foot, on a le défenseur qui fauche tout le monde, on dit avec goumi. C'est quelqu'un qui fauche, qui ne vous laisse pas passer. Et il n'y avait pas de mémoire de Verdun. On a des places au Maroc qui s'appellent Verdun, hérité de la France. Si à Casablanca on dit à Verdun, place Verdun, les gens vous disent c'est là où il y a le bus numéro 3. Donc ça ne renvoie pas. Et je connais beaucoup de bars au Maroc qui s'appellent Verdun. Beaucoup de bars, mais pas de café, mais beaucoup de bars qui s'appellent Verdun. Et puis, alors, il y a la paix de Versailles qui est un moment très important dans la mémoire collective. Et Versailles, c'est quoi? Et passez-moi le mot, c'est le charcutaise du Moyen-Orient. C'est le monde arabe qui sera divisé par les impérialistes. Versailles, c'est le début du projet sioniste. Versailles renvoie à l'avortement des projets en Égypte avec le WEF. Donc Versailles a cette... Ça explique où? C'est le Sexpico. Voilà, et ça c'est très important. Et donc des mots comme mort pour la France, le sacrifice, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas de sens, ils sont vides de sens pour le public, pour l'élève marocain. Alors, à cela s'ajoute que la télévision marocaine, maintenant qu'il y a une ouverture, passe des émissions sur les anciens combattants. Et là, on voit vraiment la mauvaise image
qu'on véhicule de ces combattants qui sont délaissés par la société, par le Maroc, puisque c'est le consulat qui s'en occupe. C'est le consulat. Et tout récemment, quand on a un petit peu élevé leur salaire, enfin leur pension, ça a été comme une façon de leur rendre justice. Mais ce n'est pas le gouvernement marocain, c'est la France qui leur a rendu justice. Et aussi, alors, l'État marocain n'a pas jamais cherché, j'ajoute, que l'État marocain n'a jamais cherché à faire profiter de ça. Donc, la Deuxième Guerre mondiale, autant il est glorifié au Maroc, parce qu'il y a le personnage de Mohamed V, la Première Guerre mondiale est pratiquement, on ne met pas de visage, il n'y a pas quelque chose de consistant. Alors, je vais finir par dire aussi qu'il n'y a pas de musée, nous sommes dans une société qui n'a pas de musée, et c'est pour cela que je vous dis que je voudrais finir sur cette notion que pour l'élève, cette guerre-là n'est pas la nôtre. Je voudrais finir par une anecdote. J'habite dans un quartier réputé pour être un quartier de petite bourgeoisie, enfin la bourgeoisie moyenne. Et chaque année, des voisins, ils ont leurs enfants qui vont passer le bac. Et avant de passer le bac, ils viennent me voir pour leur dire « vous devez répondre comme ça parce que c'est plus intelligent ». Et au mois de juin, pensant que je vais donner cette conférence-là, donc quand je les ai reçus chez moi pour leur expliquer comment est-ce qu'on répond intelligemment, donc je voulais commencer par la Première Guerre mondiale. Il m'a dit non, on n'a pas préparé. Je dis pourquoi? Parce qu'il m'a dit, l'année dernière, la question c'était la Première Guerre mondiale, cette année, sûr, il n'y aura pas la question. Merci. Bien, merci beaucoup. Mohamed Kenbib, 14-18 et 39-45, guerre d'Indochine, 2 points, mémoire du recrutement des goumiers et des tirailleurs. Mohamed Kenbib qui a été professeur à l'université Mohamed V de Rabat, et qui le reste évidemment. Merci beaucoup. Je me limiterai à la Grande Guerre. Oui. Donc, j'avais indiqué que le titre, c'était pas tout à fait ça. En tout cas, merci aux organisateurs de ce colloque, merci aux responsables de ce musée de nous recevoir ici. Et donc, les collègues qui m'ont précédé, Jamal Beda et Mohamed Hatimi, ont pratiquement tout dit. Le résultat, c'est que, heureusement qu'il y aura la publication des actes. Hein, ça me console un peu. Donc, je vais me limiter à un certain nombre d'indications ponctuelles. Ça sera un peu à la Hussard. Et pour commencer, je voudrais ajouter un détail à ce qu'a dit le colonel Champeau à propos du régiment, l'ancien régiment de Spahi qui est stationné à Valence. Il a parlé de l'uniforme, notamment le burnous, et il y a également la devise. J'ajouterai la devise. La devise de ce régiment, jusqu'à maintenant, c'est Inch'Allah. Et j'ai eu l'occasion d'assister à une parade de ce régiment, à l'occasion, une cérémonie du 11 novembre, quelque part du côté de Valence. Et à propos justement de ces références à caractère religieux, je voudrais dire également que pour la préparation de cet exposé, de cette intervention, j'ai travaillé sur un fascicule qui a été publié au début des années 20 à la gloire de la division marocaine. Et c'est sur la base d'un certain nombre de témoignages d'officiers. On n'a pas de témoignages de soldats, surtout de soldats marocains, de combattants marocains, parce qu'ils étaient, j'imagine, à 99% analphabètes. On n'a pas la même profusion, c'est trop dire. On n'a pas les mêmes possibilités que ce que vous avez ici. Et j'ai vu ça à l'occasion des rendez-vous d'histoire de Blois en 2014. Le témoignage de poilus, de familles de poilus, etc. C'est quelque chose d'absolument fantastique. On n'a pas cela. Donc c'est un fascicule sur toutes les grandes batailles de la Première Guerre, avec une insistance sur Verdun, et en exergue de la bataille de Verdun, absolument magnifique, en arabe, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète.
donc tout le fascicule est truffé de citations de cette nature mises en exergue. Concernant ce qu'a dit mon éminent collègue Si Mohamed sur les Marocains ne sont pas habitués aux grandes batailles, etc. Certes, ils ne sont pas habitués aux guerres de type européen. Je sais pas, la guerre de 30 ans, la guerre de 100 ans, la Première Guerre mondiale, enfin, les guerres de religion, etc., etc. Mais quand même, pour les batailles, ils sont habitués, et même si ces batailles, rappelez-vous, la bataille de Oued el-Makhazin, c'est l'une des gloires c'est un des facteurs de notre identité, de l'identité marocaine. Pour ce qui est de 1844 que tu as cité, ça a été l'affaire d'une heure. Hein. L'artillerie française a fait la différence, mais il y a eu quand même la guerre avec les Espagnols, 1859-1860, et pour ce qui est de la résistance, il y a la guerre de 1921, la guerre du Rif, 1921-1926, où vraiment c'est resté dans les mémoires, hein, plus que la Première Guerre mondiale du côté des Marocains. Alors, j'en viens très rapidement au sujet qui nous occupe ici. Donc, il y a un processus de commémoration qui a commencé en 2014, du centenaire donc, de la Grande Guerre. Et Première Guerre mondiale, et je crois qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, la rivalité franco-allemande autour du Maroc a été l'un des facteurs ayant, disons, alourdi le climat international et failli provoquer à deux reprises, 1905-1911, une conflagration mondiale du fait des alliances qui se sont nouées à partir de la fin du 19e siècle et plus particulièrement à partir de 1904 avec l'entente cordiale. Alors, pour ce qui est du Maroc, donc, la Grande Guerre n'occupe pas, comme cela a été dit, une place comparable, dans la mémoire collective en tout cas, à celle qu'occupe la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Indochine. Hein. On a des témoignages, on a un certain nombre de choses qui font que c'est plus proche de nous, enfin la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Indochine. Et cette guerre-là, enfin la Première Guerre mondiale, ne suscite pas un grand intérêt dans, disons, la recherche universitaire. Même si, disons, il y a un certain nombre de travaux sur la période du protectorat, on zappe, si je puis m'exprimer ainsi, la Grande Guerre. Pourtant, il y a une grande interrogation, c'est par exemple celle des conditions dans lesquelles l'IOT a réussi ce tour de force de mobiliser des milliers de combattants marocains alors que le pays n'était pas encore pacifié, comme on dit, entre guillemets, et il y a une implication de la manière dont l'IOT a réussi, c'est bien sûr la politique indigène, etc., et c'est la mobilisation des forces conservatrices. Et je crois que dans l'histoire proprement intérieure du Maroc, 1914, c'est une sorte de tournant dans la mesure où le fait de faire appel aux forces conservatrices pour mobiliser les hommes des tribus, l'échange, ça a été de laisser carte blanche, par exemple, au Qaïd, au Pacha, etc. Donc, ça a renforcé le caractère conservateur du Marzen, et ce caractère conservateur a offusqué un certain nombre d'officiers de la République. Et il y a un certain nombre de témoignages de contrôleurs civils, de hauts responsables, y compris des généraux. Je pense en particulier au général Spillman, qui a écrit un livre absolument magnifique. Il a croisé le fer avec le grand féodal de l'époque, Glaoui, et le livre apporte le titre significatif de « Souvenir d'un colonialiste ». Souvenir d'un colonialiste, et il raconte ses démêlés avec le Glaoui qui y a incité la résidence à, disons, décharger ce contrôleur civil ou cet officier des affaires indigènes de ses responsabilités dans le Sud et à le nommer à la résidence générale.
ce qui l'empêchait de faire ses petites affaires. Voilà, et notamment, tu sais, le genre d'affaires auquel se livrait Glaoui, et c'est Charles-André Julien, Massignon et autres partisans de l'indépendance du Maroc dans une tradition qui parle du Grand Bordelier. L'une des cartes, disons, j'allais dire, comment on appelle ça, carte blanche laissée au Glaoui, c'est d'ouvrir des maisons closes à travers tout le Maroc, de faire de la traite des blanches, etc., etc. Donc c'est pas tout à fait, j'allais dire, des effets collatéraux, c'est des effets directs de ce qui s'est passé en 1914. Donc, très peu de recherches sur la Grande Guerre dans l'université marocaine, à part l'ouvrage de Bekraoui qu'a cité mon ami Hatimi. Alors, qu'en est-il des manuels scolaires? Là aussi, c'est pratiquement, quand on regarde de près, quelles que soient les allusions à la Première Guerre mondiale, etc., c'est un peu le vide sidéral, et vide d'autant plus impressionnant que les troupes marocaines se sont illustrées pratiquement dans toutes les grandes batailles à partir de septembre 1914, et on nous a parlé de ce qui s'est passé dans les environs de Mou. Alors, la question est, à quoi est dû cet état de fait? On ne parle pas beaucoup de la Grande Guerre, même si la présence marocaine a été très forte dans cette guerre, et d'ailleurs, disons, l'héroïsme des troupes marocaines a été souligné par pratiquement tous les témoins. Et il y a toute une légende qui s'est construite autour de la bravoure de ces... L'armée française, oui. Et d'ailleurs, il y a une formule de Lyoté absolument horrible. Il dit, du fait de cette bravoure, de cet héroïsme, de cette combativité, les Marocains étaient sollicités dans toutes les grandes batailles, et il ne dit pas dans toutes les grandes batailles, ils ont été à toutes les sauces. Je ne sais pas si d'un côté on pense que ça a été une boucherie, alors boucherie et sauce, je vous laisse le... Donc l'interrogation est celle-là, effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on ne parle pas beaucoup de la Grande Guerre? Il me semble, c'est une hypothèse, hein, c'est à creuser, c'est qu'il y a une sorte d'exaltation dans le récit national de la résistance des tribus à l'occupation française espagnole entre 1912 et 1934. La résistance n'a pris fin qu'en 1934, avec l'épisode, bien sûr, de la guerre du Rif. Et donc, le fait d'insister, et ça a commencé d'ailleurs la résistance avant 1912, déjà dans la zone des confins algéro-marocains, il y avait une résistance. Donc, d'un côté, l'exaltation de cette résistance, ça ne colle pas avec l'envoi aux côtés de la puissance occupante de troupes pour l'aider à faire face à la ruée allemande, puisqu'ils arrivent dans les environs pratiquement de Paris. Donc il y a cela, et je passe sur un... Alors, par contre, j'ai parlé de Spilman, il faudrait ajouter aussi Vincent Montet. Vincent Montet, lui aussi, c'est l'un des contrôleurs civils qui a vraiment critiqué de manière véhémente les grands seigneurs, ceux que les frères Tarot appellent les seigneurs de l'Atlas. Et il y a, pour ce qui est du Glaoui, j'ajoute un détail, c'est le livre de Gustave Babin, Son Excellence. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour entrer dans les détails. J'ajoute seulement, enfin pour terminer, un beau livre dû à un groupe, à des professeurs d'histoire-géographie et des élèves du lycée Lyoté de Casablanca. Vraiment un livre très très bien fait. Ça s'intitule Anna, frère d'armes marocain dans les deux guerres mondiales. Alors les deux professeurs s'appellent Jean-Pierre Riera et Christophe Touran. Le livre a été élaboré à l'occasion de la commémoration du cinquantenaire de l'indépendance du Maroc, et les services français, l'ambassade de France s'est associé à cette commémoration. Et il y a une nouvelle version
c'est celle qui a été publiée. C'est vraiment un livre très très bien fait, un très beau texte, des cartes, des grandes batailles, notamment celles auxquelles les troupes marocaines ont pris part, et des photos, naturellement, notamment des photos du service, je crois, des armées et de Nantes, du fonds photographique des archives de Nantes. Ça a été un ouvrage qui a été publié sous le haut patronage du roi du Maroc et du président Chirac. Et dans les premières pages, il y a des citations de ce qu'a dit le roi et ce qu'a dit le président Chirac. Et la préface a été rédigée par le ministre, à l'époque c'était le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, mais cette préface est truffée de citations de Marc Bloch, de Fernand Braudel et de Michel Foucault, et j'ai l'impression que ce sont les auteurs, les deux collègues là du lycée Lyautey, qui ont rédigé le draft, quand je dis le draft, de cette préface. J'ajoute que dans la mesure où il s'agit d'un beau livre, par définition, sa diffusion est restreinte. J'aurais souhaité qu'il y ait une version, comment on appelle ça en français, paperback. Et ce qui serait encore mieux, justement, j'y arrive, une traduction en arabe, même si c'est quelque chose, enfin, une version abrégée. Merci de votre attention. Merci Mohamed. J'avais une question, mais on pourra l'évoquer à la fin. J'avais été frappé en Algérie de la permanence des monuments aux morts de la guerre de 14, mais monuments transformés en monuments aux martyrs de la guerre d'indépendance. C'est-à-dire que paradoxalement, ces monuments, pour ceux que j'ai vus en tout cas, je ne prétends pas avoir tout vu, sont toujours là, avec dans certaines villes, que ce sont les mêmes, mais les noms ont été effacés, corrigés, remplacés par les noms des martyrs. Et de mémoire, au Maroc, dans certains cimetières chrétiens, il y a des noms de soldats, mais les noms des soldats marocains, à ma mémoire, je ne sais pas où ils sont évoqués, peut-être ne le sont-ils pas. Voilà, donc c'est sur cette interrogation que je donne la parole à Mohamed Ammar, qui vient du CRASC, donc à Oran, et qui a intitulé sa communication « La mémoire, tout simplement, de la Première Guerre mondiale en Algérie », et je lui laisse la parole. Merci Pierre, bonjour. Je commencerai par le titre. Tout d'abord, je dois préciser que le non-usage de la terminologie « Grande Guerre » dans le titre de ma communication n'est ni une provocation, ni une maladresse. Toutefois, ce choix n'est pas fortuit. Il renseigne sur les rapports complexes, certains diront non apaisés, non soldés, des Algériens avec l'histoire de la colonisation, notamment ce qui concerne cette histoire commune. Dois-je mettre les guillemets ou pas? Je répondrai à la fin. Donc, histoire commune où Français et Algériens ont combattu ensemble, donc pendant la longue période coloniale. Ces questions alimentent encore le débat chez les chercheurs algériens qui travaillent sur l'histoire contemporaine. Tout à l'heure, Pierre a bien précisé que cette guerre ou cette période reste un tabou en Algérie et aussi en France. Je dirais quelques mots tout à l'heure. Aussi le fait que le Maroc et la Tunisie aient abrité les deux précédents colloques et non l'Algérie, bien que Pierre Vermeyren souhaitait ou s'est démené pour que chercheurs et institutions algériennes soient présents ou représentés à ces colloques. On voit bien que c'est des colloques où l'Algérie a joué cette période où les Algériens ont joué un rôle important, mais les deux colloques, le colloque n'a pas été organisé à Alger ou à Oran, mais donc Tunis, Rabat et Paris. Cela dit, qu'en est-il aujourd'hui des questions de mémoire de la Grande Guerre ou Première Guerre mondiale en Algérie? Comme j'ai 2 minutes, donc je vais essayer d'aller vite. Trois angles. Quelle place cette Grande Guerre occupe dans l'historiographie algérienne nationale? Qu'en est-il de la mémoire de cette guerre et les interférences politiques par rapport à cette période, à cet événement? En Algérie,
il faut savoir que l'histoire, l'écriture de l'histoire contemporaine en Algérie s'appuie, ou plutôt est régie par un sacro-saint qui est la hiérarchisation de cette histoire. Nous, historiens, nous ne croyons pas à la hiérarchisation, mais en Algérie, la guerre de libération nationale est au sommet de cette écriture de l'histoire. Donc, elle fait écran pour des raisons à la fois objectives et subjectives. Objective, c'est cette guerre, c'est le FLN en 1954, c'est grâce au FLN que l'Algérie, les Algériens se sont débarrassés du système colonial. Dans l'inconscient algérien, la guerre de libération, la guerre d'Algérie, est le socle de l'histoire nationale. Mais le fait aussi que cette histoire, que l'écriture de l'histoire est du fait de l'État. L'État, c'est lui qui finance la recherche. Donc, il impose cette règle qui était acceptée au lendemain de l'indépendance au nom de l'écriture du roman national. Le roman national, c'est simple. C'est pas seulement en Algérie, mais même en France, il y a eu le roman national et dans d'autres pays. Tous les Algériens ont fait la guerre, tous les Algériens c'était héros. Donc, être dans l'armée française, tout à l'heure je parlerai du tabou. Donc, on voit bien que la guerre de libération, c'est un moment fondamental dans l'historiographie nationale. Et donc l'État est omniprésent, l'histoire nationale, l'histoire de la guerre est une discipline de souveraineté. C'est la seule discipline scientifique qui est citée dans la Constitution. Donc, la guerre de libération, la révolution de novembre. Donc on voit très bien que cet écran est réel et il masque les autres périodes. Je ne vais pas aller jusqu'à l'Antiquité, avant l'islam, c'est plus compliqué. Je reste sur la période coloniale, 1830-1962. Vous savez que les historiens divisent cette période pour les Algériens en trois parties. Le premier siècle des insurrections populaires, le mouvement national et la guerre de libération. Donc on voit bien que cette histoire, elle donne bien sûr l'avantage, ou plutôt aux Algériens, ce qui est tout à fait normal pour les Algériens. Toutefois, pour la Première Guerre mondiale, les historiens ont commencé à s'intéresser à cette période, mais hier le professeur Obeida a parlé de la difficulté de faire de l'histoire. Il faut venir en France parce que les archives, en Algérie c'est encore difficile parce qu'on a ce problème où la langue française qui était parlée en Algérie, aujourd'hui, les chercheurs en histoire, notamment contemporaine, ne maîtrisent plus la langue française. Donc, c'est très difficile de faire de l'histoire contemporaine, sachant que la quasi-totalité des archives sont en France et écrites en français. Les Algériens écrivaient en français, notamment pendant le mouvement national et la guerre de libération. Toutefois, il y a des recherches, on a 2 grandes thèses sur la résistance à la conscription obligatoire en Oranie et évolution politique, économique et sociale de la région de l'Aurès, et un autre ouvrage que je n'ai pas lu, les musulmans algériens dans l'armée française. Quel est le point commun entre ces 3 travaux? Tous sont faits en France, par des Algériens, mais en France. Comme les dernières thèses qui sortent sur la guerre de libération sont toutes en France et en français. Donc on voit très bien que donc la première en 83, la dernière en 92 et l'ouvrage en 96. C'est une autre génération qui a travaillé, une génération qui maîtrisait les 2 langues, qui avait les facilités ou plutôt l'occasion de venir en France, de faire des thèses à partir d'archives qui sont en France. Donc on voit très bien qu'il y a le côté objectif où la guerre de libération fait écran, mais pas seulement pour ces périodes, mais aussi pour les autres périodes. Exemple, le mouvement national, on en parle peu, parce que c'est une autre génération
faire la guerre et qui va un petit peu occulter le travail qui a été fait par leurs prédécesseurs au cours du mouvement national. C'est pour ça, moi je dis aujourd'hui en Algérie, un grand parti comme le PPA, le Parti du peuple algérien, il n'y a aucune rue en Algérie qui porte ce nom. Donc, alors la Première Guerre mondiale, je pense qu'il faut attendre un petit peu. Donc je passe, parce que l'histoire de l'écriture de la guerre, ou plutôt de la colonisation, vous voyez, je dis toujours la guerre, alors que la période coloniale, on est un peu, même les historiens, on est happés par cette réalité. Alors, par contre, les historiens reconnaissent que cette guerre, Première Guerre mondiale, a été un des catalyseurs de l'évolution de la résistance des Algériens au colonialisme. Donc, en passant de la guerre, des résistances armées violentes contre les Français à un travail politique. Et cette guerre, cette Première Guerre mondiale, va d'un côté lancer le débat. Avant la guerre, au moment de la conscription, il y avait un débat magnifique en Algérie entre ceux qui étaient qui étaient pour la conscription, ce qu'on appelait les jeunes Algériens, pour des raisons politiques, ceux qui étaient pro, certains chefs seigneurs plutôt, qui étaient avec les Français, et aussi les Algériens d'autres courants. Donc il y avait un débat. Déjà ce débat, il annonçait ce que va aller être le mouvement national, donc un mouvement politique. Et aussi, hier, je ne sais pas qui a dit, c'est Pierre qui a dit sortie du douar. C'est une occasion importante pour les Algériens d'aller en Europe. Donc il y a certains qui sont venus en France pour travailler, mais il y a une masse, c'est quand même un nombre important, 170 000, qui vont venir en Europe, et même au Hijaz, donc moi je ne savais pas, mais surtout donc ça a permis de se former, de constituer une élite, peut-être pas lettrée, mais une élite de travailleurs, de syndicalistes, et c'est cette élite qui va créer le mouvement national, comme vous le savez, qui a été créé à Paris, par les travailleurs algériens en France, et aussi par les Algériens qui revenaient de la guerre. Donc, il y a ce genre de travail. Dans les manuels scolaires, presque rien, pour aussi des raisons politiques et à l'indépendance jusqu'à maintenant, on donne l'importance au roman national. Les Algériens, la guerre, on a battu la plus grande puissance mondiale à l'époque. Et aussi, comme le dit ma collègue Warda Tambour, l'absence d'un corps d'historiens dans les premières années d'indépendance, dans les 2 premières décennies. Donc l'histoire ou les manuels n'étaient pas faits vraiment par, disons, les historiens n'avaient pas cette force, qu'ils n'ont toujours pas. Donc rien n'a changé, et c'est pour cette raison. Mais en même temps, c'est pas seulement, c'est pas de l'anti-français primaire, mais aussi des périodes importantes de l'histoire nationale sont complètement occultées. Même l'histoire qui est importante, l'histoire amazigh, l'histoire berbère de l'Algérie. Donc on voit très bien qu'il y a cette hiérarchisation, et je pense que pour la Première Guerre mondiale, il faut attendre un peu. Y a-t-il en Algérie une mémoire de la Première Guerre mondiale? Là aussi, il y a une hiérarchisation, la guerre de libération, mais pas chez les jeunes, mais c'est une guerre, donc la guerre reste aussi le ferment de la légitimité ou de la légitimation du pouvoir en Algérie depuis l'indépendance. Donc le projet politique n'a pas changé depuis l'indépendance, c'est toujours le nationalisme, et le nationalisme, c'est la guerre de libération nationale, alors qu'il est né en 1926. Et donc dans cette mémoire de la Première Guerre mondiale, c'est la conscription. La conscription, c'est quand même une violence. C'est une conscription obligatoire. Et elle vient après l'écrasement dans la violence, dans la grande violence, dans une grande brutalité des insurrections populaires du 1er siècle. Donc il y a cette idée que c'est quand même une violence qui va déstructurer les villages, les tribus, les haroches, les douars. On va vider ces villages des jeunes,
Donc il y a cette idée que c'est quand même une conscription, c'est la fin ou plutôt l'écrasement des révoltes et résistances. Il y a aussi cet exil, il y a des Algériens, notamment à Tlemcen, qui vont partir, qui vont quitter la région de Tlemcen, les notables, donc ceux qui ont de l'argent, et qui vont partir en Syrie, en Palestine, ce qu'on appelle l'exil de Tlemcen. Il y a un article important de Ajran sur l'exil de Tlemcen. Donc c'est quand même des violences, c'est un synonyme, donc cette Première Guerre mondiale n'est pas... pas un voyage, mais plutôt un déchirement. Alors, on parle aussi de deux révoltes. Donc, les révoltes étaient finies, mais entre 14 et 18, il y a deux révoltes en relation directe avec la Première Guerre mondiale. C'est la révolte près de Mascara, Nichougran et dans les Aurès, 1914 et 1916. Mais là, ce n'est pas l'État qui fait revivre, ou plutôt qui porte cette mémoire, mais tout à l'heure, la dame qui a parlé du musée de Meaux, elle a dit peut-être on nous reproche que Meaux organise un musée pour la région de Meaux, en Algérie aussi, donc les gens de Béni-Choukra, c'est eux qui portent cette mémoire qui était oubliée, complètement oubliée. Donc les porteurs de mémoire, c'est pas l'État, c'est novembre, c'est la guerre de libération, mais le reste, c'est une sorte de privatisation ou régionalisation de la mémoire. Les Aurès, pour les Aurès, et Béni-Choukra, c'est la région de Mascara. Et la Première Guerre mondiale, c'est l'armée. C'est le service militaire, c'est un tabou, jusqu'à aujourd'hui. J'étonne, je choque un petit peu. Moi, j'ai fait ma thèse sur la crise du FLN de l'été 62. En Algérie, je dis que le service militaire, qui a commencé en 1912, a été aboli en 1962, après les accords d'Évian. Donc, ça reste. Beaucoup d'Algériens pensent que les Algériens ne faisaient pas du service militaire. Donc, et c'est un tabou parce que cette histoire de faire la guerre avec les Français, ça a toujours été, de 1832, les premiers Algériens à rejoindre, étaient des engagés, l'armée française, c'est en 1832. Donc c'est une vieille histoire qui ne se solde qu'à l'indépendance. Parler de la Première Guerre mondiale, c'est forcément parler des Algériens dans l'armée française qui reste un tabou à l'heure actuelle. Et il y a aussi un conflit de génération. Vous savez, les Algériens ont fait la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, mais ceux qui ont fait la guerre de libération et ceux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, Monte Cassino a plus de valeur que Verdun, ce qui est tout à fait normal. Une génération, je ne dirais pas occulte de notre génération, mais elle se valorise. Là qui a fait Monte Cassino, ça ne le dérange pas du tout de dire qu'il a été décoré à Monte Cassino. Donc on voit bien qu'il y a aussi cette hiérarchisation entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, ce sont eux qui ont fait la guerre, donc on en parle un peu plus. Pour les monuments, Pierre, tu as parlé de monuments, il y avait beaucoup de monuments en Algérie. Beaucoup ont été rapatriés. Certains, on a utilisé le socle pour construire des monuments pour les martyrs algériens. Mais à Constantine, il y a un grand monument qui n'a pas été touché. Il est superbe, il est immense, c'est peut-être l'un des plus beaux monuments en Algérie. Donc là, pourquoi il a été préservé, conservé? Oui, celui-là. Là, je pense qu'il faut faire... à mon avis, il est dans une crête. Je pense que... Oui, c'est un monument impressionnant qui existe jusqu'à l'heure actuelle. Alors, vous l'avez sur la brochure. Oui. Pour la mémoire, que reste-t-il? Il y a un peu de poésie. Alors, la poésie de la Première Guerre mondiale, moi, quand j'étais
je suis juste un adolescent, on chantait une chanson sur... moi je pensais que c'était une chanson ordinaire, mais en devenant historien, je constatais que ça a une relation directe avec la Première Guerre mondiale. Donc la mémoire elle est là, mais il faut vraiment chercher le lien avec la Première Guerre mondiale. Il y a aussi une ode ou des odes à Haj Guillaume. Haj Guillaume, c'est l'empereur germanique, qui l'idée de Haj Guillaume, vous savez, les Algériens, je pense aussi peut-être les Maghrébins, attendaient beaucoup de lui. Donc le nom de Guillaume, Haj Guillaume, pour dire que c'est un grand personnage, est resté jusqu'aux années 60-70. Aujourd'hui, personne. Par contre, Internet supplie l'absence d'institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Cette chanson sur Haj Guillaume a été reprise par un chanteur qu'on trouve sur Internet, sur une très belle musique. Donc, il y a des fonds, plutôt Internet. On peut trouver des fois des pépites ou des surprises. Moi, j'étais très surpris de trouver cette chanson chantée ou reprise par un chanteur en Algérie avec une très belle musique. Donc ça va la prévenir, ou plutôt lui éviter de disparaître. Des fois, la Première Guerre mondiale revient par le biais de questions actuelles, ou plutôt de conflits. La mosquée de Paris, vous savez que la mosquée de Paris, le projet de la mosquée de Paris plus ancien, mais construite en 1926, elle a été fondée par le Moufti Ben Rabrit, qui est l'un des aïeuls de la ministre de l'Éducation actuelle, Madame Ben Rabrit, ancienne directrice du CRAS, et on revient à la Première Guerre mondiale par le scandale aussi, parce qu'on l'a accusée d'être une juive ou je ne sais pas quoi. Elle leur a dit, moi, mon grand-père est le Moufti de Ben Rabrit, qui a... Bon, vous voyez, des fois, l'histoire rejoint le graveleux. Quand je dis graveleux, c'est ceux qui utilisent ce genre de procédés, bien sûr. Sur le plan politique, vous savez, ces 20 dernières années, il y a une normalisation à petits pas ou des petits pas entre l'Algérie et la France, mais il y a toujours la surenchère politique. Le centenaire a été célébré en Algérie, même le président Bouteflika est venu à Verdun et tout, mais ça n'a pas créé une dynamique, parce qu'il y a toujours la surenchère politique, que ce soit en Algérie ou en France. En Algérie, il y a toujours ce qu'on appelle la famille révolutionnaire, toujours la guerre de libération, qui joue et surjoue, qui politise la guerre. Et en France, il y a aussi le politique qui lui aussi empiète sur le champ scientifique. Je parle bien sûr de la loi sur les bienfaits de la colonisation. Hier, un des responsables du centenaire du comité d'organisation a parlé de commémoration à Alger, mais dans un lycée français. Donc, c'est vraiment... C'est des Algériens qui sont dans le lycée français, mais en Algérie, contrairement au Maroc, je me suis renseigné en Tunisie, c'est ni la classe moyenne, ni l'Algérie profonde, ou plutôt la classe, les prolétaires, ne sont dans le lycée français. C'est vraiment très français, si on peut dire. Pour finir, conclusion un peu mitigée, ma collègue Warda Tangour, qui a travaillé un petit peu sur ces questions, pense qu'il est encore trop tôt pour réunir des historiens algériens et français écrire ensemble un ouvrage sur le modèle de mémoire allemande. C'est un ouvrage qui est sorti en 2007 sur cette guerre. Donc elle est sceptique. Moi, par contre, je joins les historiens algériens et français qui appellent à la confection, toujours sur le modèle franco-allemand, d'un manuel algéro-français pour essayer peut-être d'ébaucher une histoire commune quand c'est possible. Merci beaucoup.
Oui, le temps tourne, donc on va devoir très vite prendre la parole, mais il faut quand même vous laisser la parole au moins pour une ou deux questions. Alors, ben voilà, on a déjà nos deux questionneurs. Non, mais moi, je sais pas tant pour poser une question, c'est d'une part pour adresser des remerciements et d'autre part pour faire une remarque. Les remerciements, je voudrais vous les adresser à tous les trois. Bon, je suis Michel Héron, j'étais inspecteur d'histoire-géographie, il en faut. Et pendant 8 ans, et je suis tout juste retraité, et pendant 8 ans, j'ai été inspecteur d'histoire-géographie pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, donc pour les lycées français à l'étranger. Donc je connais bien les travaux que vous avez signalés, Anna. Ce qui a été signalé hier, qui a été fait par Alexandre Lafont de la mission du centenaire sur Abdallah, tirailleur tunisien, très beau travail aussi. Et à Alger, au lycée Alexandre Dumas, il y a eu un travail qui a été fait sur les tirailleurs algériens, et en particulier en allant rendre hommage à ce que j'ignorais totalement, dans un cimetière à Versailles, dans la région parisienne, où il y a, semble-t-il, un monument où il y a des tirailleurs algériens qui sont mentionnés. Donc il y a eu ces travaux. Je pense que ça n'a pas donné publication, mais là, Abdallah, il y a eu une publication, Anna, il y a eu une publication. Ce sont des travaux d'élèves sous la direction d'enseignants. Je pense qu'il y a encore moyen de les récupérer auprès des services, des postes diplomatiques. Ça, c'était les remerciements pour avoir signalé ces travaux. La remarque maintenant, c'est que vous avez semblé vous étonner du fait qu'il n'y ait pas de prise en compte effective de la Grande Guerre dans les manuels scolaires, tant en Algérie qu'au Maroc en particulier, puisque vous avez beaucoup axé vos communications là-dessus. Mais dans la mesure, me semble-t-il, où il n'y a pas véritablement de travaux universitaires sur ces questions, je pense qu'il y a là un lien qui fait que, les programmes ne sont pas faits que par l'inspection générale, les programmes sont faits par des inspecteurs généraux et des universitaires. Si les universitaires ne travaillent pas sur ces questions, et vous avez très bien expliqué pourquoi, il me semble assez logique que dans les manuels scolaires, on n'en parle pas. J'en veux pour preuve que de cette évolution et de cette prise en compte du travail de l'université, quand il y a quelques 50 ans, voire davantage, on enseignait la Grande Guerre au collège et au lycée, c'était pas tout à fait la même chose que les enseignants, ce que j'ai pu enseigner comme enseignant ou ce que j'ai pu observer comme observateur. On voit bien toute l'évolution de l'historiographie sur cet objet qui a traversé la France et qui continue, ce champ qui continue d'être labouré, si j'ose dire, et cette prise en compte dans les manuels. S'il n'y a pas de recherche universitaire, et vous l'avez dit, je ne suis pas surpris qu'on en parle guère à des élèves, c'est pas franchement inscrit actuellement dans le roman national. Voilà, merci en tout cas pour ce que vous avez signalé. Oui, alors il faut rendre hommage quand même à M. Bekraoui, qu'on n'a pas invité, mais il avait participé aux premières journées à Rabat. Il a quand même fait ce travail, qui est une vraie thèse universitaire sur les soldats marocains de la Grande Guerre. Donc il y en a au moins un au Maroc assez conséquent. Mais comme tu l'as dit, on n'en tient pas compte. Oui. Oui, merci. Je vais juste passer le micro pour qu'on entende les questions. Moi, je vais juste intervenir sur un aspect particulier, c'est sur l'immigration. Alors, ce que ça a été dit par plusieurs orateurs, que les guerres mondiales, par la suite, ont entraîné l'immigration. En gros. Déclenché. Oui, déclenché, etc. Et donc, dans l'immigration, je ne pense pas qu'on puisse parler de tabou. J'ai vu quand même dans la région stéphanoise, lyonnaise, où il y a des vieilles migrations kabyles, où on me parle souvent, mon grand-père a fait ça, mon père a fait ça. Et j'ai vu aussi dans les grandes entreprises comme Renault, ou comme la CDRJ, où les gens quand même répercutent et prennent comme légitimité, justement, quand on le remet en cause par les propagandes, quoi que ce soit. Nous, on verse notre sang, nos parents, etc. Là, il n'y a pas de tabou. Je ne pense pas. Alors, je ne sais pas quelle est la position de la seconde génération, si c'est une transmission, mais je pense que la transmission est réelle sur certains immigrés qui sont implantés là depuis les années 60, 50, peut-être, y compris dans la communauté africaine, et qui se réclament, qui disent oui, on a contribué, on a lutté, nos parents, on laisse la vie, etc. Il n'y a aucun tabou. Alors maintenant, moi ce que je reconnais, c'est que l'histoire en relation France-Maghreb sont complexes, ok, et peut-être qu'il n'y a pas assez de recul pour avancer. Merci.
je ne sais pas si quelqu'un veut dire un mot. Oui, monsieur. Un petit mot à propos de la transmission. J'ai eu l'occasion de fréquenter un certain nombre d'associations de fils ou de petits-fils d'anciens combattants marocains en France. Et c'était en 98-99, à l'occasion d'une grande manifestation au Maroc, le temps du Maroc en France. Ils voulaient être partie prenante justement pour raviver cette mémoire de la participation marocaine à la Grande Guerre. Mais les deux commissaires généraux marocains et français, disons, avaient d'autres choix. Voilà. Et ça a créé naturellement de grandes frustrations parmi ces jeunes. Oui, moi je voulais demander à Amr si, parce qu'on n'en a pas parlé, est-ce que les anciens combattants de 14-18 et des autres guerres en Algérie ont continué, jusqu'à leur mort, disons, à toucher les pensions cristallisées dont on a parlé hier, comme dans les autres pays, ou bien, parce qu'on peut imaginer qu'en Algérie c'était plus difficile qu'ailleurs. J'avoue que je ne me suis jamais posé la question, et je ne sais pas si tu as des éléments là-dessus. Alors, moi je sais que ces questions de pension ont toujours existé en Algérie. Maintenant, est-ce que je pense, je suis pas sûr qu'ils les touchaient ici, en France. Maintenant, je sais qu'au moment du débat, plutôt de la décristallisation, ce débat a eu un écho en Algérie. Donc, moi, je pense que les pensions, je ne peux pas vous dire si, pour la Deuxième Guerre mondiale, oui, je peux vous dire, il y a des personnes dans ma famille qui venaient en France pour se déplacer, qui s'est déplacé en France pour la première, mais je pense aussi pour la première, si on donnait pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi le cas pour la première. Donc oui, pour la Deuxième Guerre mondiale, oui.